Bonsoir à tous et une fois de plus, merci d'être fidèles à cette émission Planète Verte. Vous le savez, dans cette émission, nous essayons autant que faire se peut de vous aider à mieux comprendre les enjeux, défis et perspectives de notre environnement grâce aux expertises des acteurs du domaine. On en parle et aujourd'hui, c'est le sujet qui fait la préoccupation de cette émission. Les déchets plastiques sont devenus de nos jours un problème de santé publique, mais aussi un problème environnemental majeur. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau deux invités qui, par leur parcours et par leur amour, ont réussi à s'intéresser à cette problématique qui fait actualité. D'abord, vous avez Dr Alpha Abdoulaye Ba. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes médecin des hôpitaux, responsable de projet au Conseil national des organisations de la société civile et en même temps vous êtes membre des volontaires pour la protection de l'environnement et le développement durable, entre autres, n'est-ce pas? Oui. Avec vous, durant tout ce temps d'émission, une autre militante écologique, si elle permet, c'est Fatoumata Chérif. Vous êtes journaliste indépendante. En même temps, je vais dire que vous êtes consultante et membre de l'Alliance panafricaine des médias sur le changement climatique. Vous êtes aussi une actrice pour le site climatreporter.com. Vous êtes aussi membre de Mediater.com de l'Institut de la francophonie. Et avec ça, vous êtes active sur le net, vous êtes blogueuse pour les plateformes Mondoblog de RFI et de Voice Youth de l'UNICEF. Bref, vous êtes ambassadrice de climat de Green Climate Fund, c'est ça exactement? C'est ça, bonsoir. Entre autres. Voilà. Mesdames et messieurs, vous le constatez, nous avons avec nous des acteurs avec lesquels nous allons essayer, autant que faire se peut, de comprendre cette actualité. Les déchets plastiques, un problème qui vous concerne, qui nous concerne et qui concerne tout le monde. Mais avant de lancer le débat et en même temps donner la parole à ces invités, je vous propose de suivre un commentaire en images réalisé par Mohamed Bangoura. Un sans commentaire de Mohamed Bangoura.
que nous allons essayer de commenter autour de ce plateau. D'abord, Fatoumata Chérif, vous avez suivi ces images. Oui, ces images sont édifiantes, le constat est alarmant. Et très malheureusement, partout dans la ville aujourd'hui, on constate les déchets plastiques partout, dans les caniveaux, dans les rues, dans la ville. Je pense que ça pollue la ville et ce n'est pas une bonne image, ça ne donne pas une bonne image du pays. La plupart des déchets, plus de la moitié des déchets qui sont dans les rues et dans ces caniveaux sont constitués de plastique. Je pense que le constat est là, il est alarmant, il faut que des actions soient prises pour lutter contre ce qui devient un fléau en Guinée. En plus d'être des plastiques, mais c'est aussi des résidus de boissons. On a vu beaucoup de sachets plastiques que nous utilisons. Docteur Alpha Abdoulaye, votre regard de spécialiste. Eh bien, ce reportage, il est édifiant parce qu'en lui-même, il pose le problème de l'utilisation, la gestion des déchets plastiques. Mais j'avoue que votre reporter, il aurait pu faire le même reportage en allant simplement filmer les étals au marché. Il aurait eu la même quantité de plastique qu'il a dans les caniveaux. C'est une façon de dire que ce matériau qu'est le plastique, il envahit notre vie quotidienne. Il ne se trouve pas seulement dans les caniveaux. Mais vous commencez au marché, jusque dans nos maisons, jusque dans ce caniveau où finissent ces matières plastiques, elles envahissent complètement notre vie quotidienne. Donc ce reportage, il parle de lui-même. C'est vraiment un constat alarmant. Et comme l'a dit ma collègue, Chérif, il va falloir qu'ensemble, on réfléchisse à des pistes de solutions pour lutter contre cette prolifération des déchets plastiques. Chérif, vous êtes non seulement journaliste, consultante indépendante, mais en plus, vous, de votre regard de journaliste qui donne la parole aux citoyens, est-ce que vous avez l'impression que cela représente un problème au niveau des citoyens guinéens? Est-ce que les gens mesurent l'enjeu à la hauteur de sa dimension? Non, les populations ne sont pas suffisamment informées parce qu'ils pensent que les déchets plastiques sont comme les autres déchets. Or, tous les déchets ne sont pas pareils. Les déchets organiques, les déchets en bouteille, les déchets médicaux, les déchets plastiques sont des déchets qui ne doivent pas être mis ensemble. Ils ne le savent pas. Donc, il y a un problème de manque d'information. Si les ménages étaient informés, le tri des déchets se ferait au niveau des ménages, mais ce qui n'est pas là. Les matières, vous parlez tout de suite de cette composition chimique, vous nous envoyez à une certaine expertise. Est-ce qu'on peut susciter déjà le débat en quoi ces matières plastiques ou ces déchets plastiques représentent un problème surtout pour la santé? Ces déchets plastiques représentent un problème pour la santé et l'environnement pour diverses raisons. Premièrement, c'est l'accès facile à ces matières plastiques. Aujourd'hui, dans tous les domaines de l'activité humaine, on utilise le sac plastique sans même parfois faire attention. Vous voyez des gens qui sortent d'une boutique avec 3 sachets plastiques différents, alors qu'ils auraient pu mettre leurs achats dans le même sachet. Donc, on utilise tellement les sachets plastiques que c'est devenu banal. Et dans nos pays, c'est tellement facile de se débarrasser de ce sachet plastique qu'on ne se rend pas compte qu'en le mettant où on veut, on pose un problème en matière d'environnement. Il y a également le fait que, comme je l'ai dit, puisque ces matières plastiques entrent dans différents domaines de notre vie quotidienne, on les utilise parfois même dans l'alimentation. Aujourd'hui, de nombreux aliments qui sont vendus chez nous ou conservés chez nous sont conservés dans ces matières plastiques. Et il faut savoir que certaines de ces matières plastiques qui contiennent des composants dangereux peuvent faire migrer leurs composants dans nos aliments. Ils peuvent provoquer des problèmes de santé au contact du corps et même provoquer des perturbations plus importantes au niveau de l'organisme. Un exemple? Quand vous prenez par exemple un composant des plastiques qui est utilisé par exemple dans la fabrication des biberons, le bisphénol A, aujourd'hui des études ont montré que ce composant-là peut provoquer des troubles endocriniens. Et tout le monde sait qu'au niveau médical, le système endocrinien est un système important pour l'équilibre de l'organisme. Lorsqu'une substance entraîne des perturbations de ce système, c'est sûr qu'il entraîne une perturbation générale au niveau de l'organisme. Des problèmes, on en voit, parce que l'on ne voit que ces images, on se rend bien compte que c'est un problème. Ouais. Mais vous êtes sur le terrain. Est-ce que, pour une fois dans la vie ou dans vos reportages, vous avez réussi, à travers un reportage, à travers un angle, à travers une illustration, à travers un objectif atteint, réussi à changer un peu la donne? Oui, il faut dire que d'abord, pour informer, il faut sensibiliser.
amener les populations à comprendre le risque que ces déchets posent sur leur santé et sur leur environnement. Donc, je passe déjà par une sensibilisation, c'est-à-dire aller vers eux comme un citoyen, une citoyenne qui leur parle en tant que citoyenne, en tant que consoeur, pas en tant que journaliste d'abord, jusqu'à ce que je leur fasse comprendre quel est le danger qu'ils courent. N'oubliez pas que ces sachets plastiques sont des composés chimiques, le docteur le disait tout à l'heure. Ils sont fabriqués à base de pétrole, à base de charbon. Et ça, c'est très dangereux pour la santé. Dans la rue, aujourd'hui, nos femmes vendent l'attiéké, les gâteaux, les beignets, les sachets de bonbons glacés dans ces sachets plastiques. Mieux encore, aujourd'hui, la consommation de sachets plastiques, des sachets d'eau, est plus remarquée. Dans la rue, tous les sachets plastiques qu'on voit, je pense que 50% de ces sachets plastiques sont des sachets d'eau. Et le constat devient alarmant. Donc, j'amène les populations à comprendre ce phénomène, à échanger avec eux, à les amener à l'action. Comment? Aujourd'hui, on manque de politique de gestion des déchets au niveau des communes, au niveau du gouvernorat. Et les ménages se voient obligés de jeter les sachets plastiques et les déchets ménagers, organiques, compost et tout ce qui s'ensuit en bordure de mer. Et parfois sont obligés de les consommer. Alors qu'en les consumant, ces déchets qui sont composés non seulement de sachets plastiques, de bouteilles, de déchets organiques, de fer, de bois, dégagent de la dioxine. La dioxine, c'est dangereux pour la santé, c'est un composé chimique qui, à la longue, peuvent poser des problèmes respiratoires. On ne va pas aller loin. Prenons déjà dans nos quartiers les zones où on composte les ordures. On appelle déjà compost, c'est parce que ça s'appelle compost en fait en français. C'est une compostière. C'est un compostière, c'est un endroit où on entasse les déchets. Aujourd'hui, on voit les jeunes dans ces déchets ramasser ces sachets plastiques. Donc, il y a une politique aux citoyens qui les amène à recycler sans le savoir. Parce qu'aujourd'hui, on voit les femmes ramasser des sachets plastiques dans les ordures, on voit les enfants ramasser des sachets plastiques dans les ordures, on voit les gens recycler les bouteilles d'eau Koya. Même si c'est un échantillon très infime par rapport à cette quantité. C'est un échantillon très infime et puis c'est dangereux pour leur santé parce que généralement, ils le font sans protection. En fait, c'est pas régulé. Non seulement c'est pas régulé, oui. c'est pas réglementaire. En plus, ce ne sont pas les technologies adaptées pour faire ce recyclage. Donc, on est d'accord que les matières plastiques, nous en utilisons tous les jours. Advienne que pourra, on peut le dire comme ça? Oui, advienne que pourra, parce que le citoyen qui les utilise n'est pas informé de leurs effets sur son environnement et sur sa santé. Et c'est tellement facile pour lui, avec un billet de 500 francs, on peut accéder à un sachet plastique. Mais le citoyen ne sait pas que ce sachet plastique contient des substances dangereuses pour la santé. Vous avez, comme l'a dit Chérif, vous avez des dames qui, au retour du marché, prennent le sachet plastique qu'elles viennent de vider, l'incinèrent pour allumer son charbon. Alors qu'en incinérant ce sachet plastique, elles libèrent des gaz toxiques pour elles-mêmes. Le monoxyde de carbone, le gaz carbonique, le chlorure d'hydrogène, les dioxines dont elle a parlé, sont dangereux pour la santé. Mais comme elle l'a dit, il y a une incinération à plus grande échelle. Il y a des quartiers où, quand vous arrivez à certains moments de la journée, vous ne pouvez pas respirer. On parle même parfois de brûlage compte tenu des procédés archaïques utilisés, parce que l'incinération exige des processus, ce qui n'est pas une structure industrielle ou semi-industrielle. Mais là, on est dans une forme d'incinération sauvage qui dégage toutes sortes de gaz dangereux pour l'environnement. Mais il ne faut pas oublier aussi que là où on entasse ces ordures, tout à l'heure le reportage de Mohamed Bangoura l'a montré, ces déchets plastiques se retrouvent dans des caniveaux. Et dans ces caniveaux, il y a de l'eau. Cette eau, elle coule pour aller vers les rivières, pour aller vers les fleuves, pour aller vers la mer. Et ces plastiques qui sont dans cette eau contaminent cette eau avec les polluants chimiques qu'ils contiennent. Le DDT, le PCB, le polystyrène, les phthalates, le bisphénol, tout ça se retrouve dans l'eau et devient un danger pour les organismes qui utilisent cette eau, qui vivent dans cette eau. Mais une fois que cette eau va arriver aussi dans la mer, elle va non seulement arriver dans la mer avec ses déchets plastiques qu'elle draine, mais elle va contaminer aussi le milieu marin et constituer un danger pour ces animaux qui vivent dans ce milieu marin. Donc c'est une chaîne et elle menace non seulement l'homme, mais elle menace tout ce qui se trouve dans l'environnement. Tout ce qui se trouve dans l'environnement. Quelqu'un avait raison de dire que la planète, c'est l'île que nous devons ensemble protéger. Nous allons suivre cet autre reportage qui nous montre en quoi ces déchets plastiques produits un peu partout dans le monde se retrouvent au niveau de l'océan.
On l'appelle le 8e continent ou la soupe de plastique. Situé dans le nord-est de l'océan Pacifique et découvert en 1997, il s'étend sur une surface d'environ 3,4 millions de kilomètres carrés, soit près de 6 fois la superficie de la France. Il est peuplé de déchets en tout genre produits par l'activité humaine et de microparticules de plastique. Au cours des 40 dernières années, leur concentration a été multipliée par 100. S'il est dérivant, ce continent est emprisonné par les courants. En effet, ces résidus flottants à la surface s'agglutinent dans le gir subtropical du Pacifique Nord, un immense vortex. Ils s'amalgament ainsi dans cette zone, point de rencontre de courants océaniques qui s'enroulent sous l'effet de la rotation de la Terre entre les côtes d'Hawaï et de l'Amérique du Nord. 4 autres vortex marins dans lesquels se concentrent des millions de tonnes d'immondices polluent nos océans. Peu émergées, mais épaisses par endroits de plusieurs dizaines de mètres, ces plaques de débris terrestres ont des conséquences écologiques parfois insoupçonnées. Confondus avec le plancton, ces détritus en décomposition sont ingérés par les mammifères, tortues et oiseaux et obstruent leur système digestif. Mais dans le Pacifique Nord, cette masse d'ordures constitue un milieu propice à la reproduction d'une espèce d'araignée d'eau, l'Allobate sericeus. Cet insecte, capable de vivre dans un milieu marin, a besoin d'un terrain solide pour pondre ses œufs et ce lieu lui fournit un incubateur de rêve. Manne inespérée pour les crabes, les poissons et les oiseaux de mer, l'Allobate est, elle aussi, un prédateur qui affectionne le zooplancton et les œufs de poisson. En pleine prolifération, cet insecte menace aujourd'hui de déséquilibrer l'ensemble de l'écosystème. Eh bien, c'était là le 8e continent, un continent qu'on n'espère pas en tout cas avoir avec nous parce qu'il est constitué uniquement de déchets qui sont produits un peu partout. Ça montre un peu la porosité des frontières. Oui, vous savez, le problème c'est que si les frontières géographiques ou politiques existent, il n'y a pas de frontières environnementales. On ne peut pas faire de frontières pour les phénomènes environnementaux. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple sur nos caniveaux qui débouchent dans une rivière, ensuite qui débouchent en bordure de mer. Voilà le résultat à plus grande échelle. Mais comme le reportage le dit, si ce vortex de 3,5 millions de kilomètres carrés qui se trouve dans le Pacifique, il est loin de nous, il ne faut pas oublier que le même reportage nous dit que d'autres vortex sont en train de se former dans l'océan Atlantique qui est plus proche de chez nous. Et c'est bien édifié dans le reportage que ce vortex, il constitue un problème à double niveau. Le premier niveau, c'est que les déchets plastiques qui constituent ce vortex se décomposent, libèrent leur contenu dangereux dans l'eau, ce qui peut entraîner un problème pour les animaux marins. Deuxièmement, en se décomposant, ces déchets plastiques peuvent se détacher en des fins morceaux qui sont ingérés par ces animaux et qui peuvent le tuer. Troisièmement, c'est que ces déchets plastiques qui surnagent sur la surface de la mer constituent un support de prolifération pour plusieurs animaux. Des oiseaux peuvent venir y pondre, des bactéries peuvent s'y développer. Ils ont donné l'exemple de cette araignée qu'on appelle l'allobate, qui vont voyager avec ces déchets à la surface de l'eau. Autrement dit, des insectes, des bactéries qui n'existaient pas dans une zone géographique peuvent se déplacer à la surface de ces déchets et aller contaminer une autre zone géographique, ce qui en soi est un réel problème. Un réel problème, c'est le point de vue certainement de Chérif aussi. Bien sûr, comme le disait tout à l'heure mon collègue docteur, les déchets plastiques posent un énorme problème dans la mer et pour les espèces marines. Ce qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'un plastique peut mettre 100 à 600 ans à se dégrader parce que les plastiques ne sont pas biodégradables. Oui, selon les conditions. Selon les conditions géographiques et climatiques. Et on oublie un aspect. On voit seulement le sachet plastique, mais on oublie qu'il peut se défragmenter. Donc ça devient un polymère, des micro-fragments qui vont aller partout dans l'océan. Et partout dans l'océan, ingéré par les poissons, et les poissons sont consommés par les humains. Donc à force, c'est tout un cycle qui continue. Donc c'est un réel problème pour la santé. Selon l'OMS, jusqu'en 2012, au moins 7 millions de décès prématurés étaient dus aux conditions atmosphériques. Ces conditions atmosphériques sont dues notamment à ces conditions de gestion des déchets, à ces gaz carboniques, ces gaz à effet de serre qui sont dans l'environnement, à ces sachets plastiques qui se détériorent dans l'agriculture, parce que notamment les sachets plastiques s'enfuient dans le sol et touchent également les cultures, en plus des engrais qui vont être ajoutés. Donc aujourd'hui, les sachets plastiques constituent un phénomène réel pour la biodiversité. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement,
les dommages financiers que coûtent les déchets plastiques sur la biodiversité marine vont jusqu'à 13 milliards de dollars par an. Vous imaginez si cela continue? Qu'est-ce qu'on va faire? Que va devenir la planète? On va parler de platosphère. Vous avez peur, mais je suis sûre que ce 7e continent ou ce 8e continent s'annonce pour très peu. Parce que si on ne fait pas attention, si on n'y prend pas garde, on aura plus de sachets plastiques dans l'océan que de poissons. Donc après, nos pêcheurs vont recueillir des sachets plastiques à la place des poissons et des crustacés. Et dans le futur, on aura plus de sachets plastiques que d'arbres. Donc aujourd'hui, on voit en parlant seulement de ce sujet sachets plastiques, on se retrouve même à la compromission des objectifs du développement durable. Bien sûr. Parce qu'on voit un secteur important qui est celui de la pêche. Ouais. Vous savez, généralement, les pays africains ou les pays moins avancés sont tributaires des ressources naturelles. C'est-à-dire qu'on risque d'être des pays non industrialisés, en même temps perdre cet important potentiel naturel qui représente ces ressources qui sont compromises. Évidemment, pour aller dans le même sens que Chérif, il faut noter que ces déchets plastiques représentent un danger au niveau global. Ils sont capables de polluer la terre, l'eau, l'air, et sont capables de créer des problèmes de santé chez l'homme. Elle a donné l'exemple du milieu marin, qui va être pollué par les composants des plastiques et par la présence même des plastiques qui vont faire fuir certains poissons. Mais il ne faut pas oublier que ces déchets plastiques polluent aussi la terre, qui nous sert pour faire l'agriculture, pour faire l'élevage. Aujourd'hui, on a dans nos villages des moutons, des chèvres qui meurent après avoir ingéré ces plastiques qui sont jetés par les humains. Il faut aussi voir, comme on a parlé de l'incinération, cette incinération aussi pollue l'air. Donc, ces déchets plastiques ont une conséquence. Et ça, c'est à grande échelle, hein, parce qu'on peut même inclure le fait des pneus et tout ça, c'est pas seulement... Bien sûr. Bien sûr. Ouais. En fait, quand on parle plastique, je veux vraiment rester dans le générique du plastique. Parce que lorsqu'on va rentrer dans les composants chimiques qu'on utilise pour modifier les propriétés physico-chimiques de plastique, vous allez vous retrouver avec une dizaine de types de plastique. Mais je veux qu'on reste dans le générique pour que nos téléspectateurs nous comprennent mieux. Quand je dis plastique, c'est vraiment tout ce qui est plastique. Je ne rentre pas dans les détails chimiques. Et selon l'utilisation et selon la manière dont ce plastique a été rejeté dans l'environnement et selon les conditions qui entourent ce plastique, il va, comme on appelle, polluer l'environnement de différentes manières. De différentes manières, en tout cas, l'inventaire, il est là, il est frappant. Avant de donner une transition et chercher des solutions appropriées à nos pays sur mesure, nous allons essayer de suivre cet autre reportage qui essaie d'apporter une sorte de solution, une sorte de recyclage. Ça ne se voit pas du premier coup d'œil, mais cette table est innovante. Son secret, la surface est fabriquée à partir de ces mêmes verres en plastique. Et à la base, il y a Cannibal, cette machine qui récolte et compacte les gobelets. Des gobelets, mais pas seulement. Cet appareil peut tout avaler. C'est la seule machine qui collecte les 3 types d'emballage, donc évidemment la bouteille, la canette, mais aussi et surtout le gobelet en plastique et le gobelet en carton. Et pour l'utilisateur, rien de plus simple. La machine se déclenche dès que j'ai mis le gobelet, grâce à un système de détection du poids. La machine va analyser le gobelet, va déterminer si c'est une canette, une bouteille ou un gobelet. Les déchets sont ensuite envoyés dans cette machine pour une cure d'amaigrissement. On obtient alors ces cubes. Il ne reste qu'une étape avant de les transformer. On a une balle de gobelets qui ont été compressés et collectés dans nos machines Cannibal. Ces gobelets vont d'abord être transformés en granules, puis ces granules vont devenir des produits finis à base de gobelets recyclés, donc soit des plaques de revêtement de sol, soit des plateaux de bureau. Et les déchets ne manquent pas. 4 milliards de gobelets sont jetés tous les ans en France. Seulement 1% d'entre eux sont recyclés. Eh bien, on parle de la France, comprenez par là un pays développé, en tout cas qui a des moyens de faire face à ces déchets. Mais les statistiques montrent que même cette France-là n'est pas capable de faire face à cette production massive de déchets, docteur. Oui, vous savez, le problème, ce n'est pas seulement la technologie. Le problème, comme l'a dit en début d'émission Chérif,
c'est une question d'information et d'éducation. Certainement, par rapport à la Guinée, cette machine, une fois que son efficacité est prouvée, la France aura plus de facilité à la multiplier et à la placer à différents endroits sur le territoire national par rapport à la Guinée. Mais ne serait-ce que si le citoyen n'est pas éduqué pour mettre son gobelet dans cette machine, la machine ne peut pas elle-même ramasser le gobelet. D'où l'importance de l'information et de la communication pour le changement de comportement. Chérif, des mesures adaptées pour nous, Guinéens par exemple, quels sont les gestes, les actes simples qu'un citoyen pourrait faire pour jouer sa partition dans la minimisation de ce problème? Oui, quand on parle de gestion des déchets, c'est un problème où tout le monde doit être participatif. Comportemental, Comportemental, c'est psychologique même. Ouais. C'est psychologique. Donc, nous devons agir local pour un résultat global. Ne prenons pas l'exemple sur toute la Guinée. Prenons l'exemple sur nous-mêmes. Combien de sachets plastiques nous consommons par jour? Combien de sachets nous jetons dans l'environnement? Combien de sachets des transporteurs jettent comme ça dans la rue? Ouais. Mais c'est un problème de citoyenneté. Tout commence par cette responsabilité sociétale qu'a le citoyen envers lui-même d'abord, envers son prochain. Commençons d'abord par nous juger nous-mêmes avant de juger le gouvernement. Je ne pense pas que ce soit un ministre qui laisse son bureau pour aller jeter les déchets dans la rue. Les populations elles-mêmes jouent ce rôle. Nous produisons des sachets plastiques à la maison. Nous produisons des déchets à la maison. Nous sommes nous-mêmes, l'initiateur de ce facteur qui devient un fléau de jour en jour. Donc, oui, même si par exemple, c'est pas essayer de jeter un regard critique sur le gouvernement, mais on se rend bien compte que par la volonté de certains gouvernements et de certains pays, et cette pratique, c'est-à-dire la production de ces déchets plastiques ont été complètement... Bien sûr, c'est comme au Rwanda. Voilà, par exemple, au Rwanda, ça n'existe pas. Ça n'existe pas du tout. Donc, pour le moment, on ne peut pas parler de ça en Guinée. Parlons plutôt d'une bonne politique de gestion des déchets à tous les niveaux, au niveau des communautés, au niveau des ménages, au niveau des gouvernorats. C'est comme ça qu'on pourra réussir cette politique de gestion des déchets. Là, on parle globalement de déchets. On ne parle pas que de déchets plastiques. Donc, à domicile, par exemple, la dernière fois, je faisais une estimation. Je me disais que pour un sachet d'eau de 300 ml, on pourrait consommer au moins 6 sachets d'eau par jour. Donc, j'ai estimé cet échantillon-là sur 1 million d'habitants. Donc, pour 1 million d'habitants qui consomment régulièrement des sachets d'eau par jour, environ 6 par personne et par jour, on se retrouve avec une production moyenne de 6 millions de sachets par jour. Vous imaginez, sur une année, on a environ 2 milliards 190 millions de sachets plastiques. Imaginez qu'on jette tout cela dans l'environnement. Je pense qu'il y aura plus d'humains sur Terre que de sachets plastiques, plus de sachets plastiques que d'humains sur Terre, parce que ça fait plus d'un quart de la population mondiale. Il faut qu'on y pense. Et aujourd'hui, la consommation et la production des sachets plastiques est visible à tous les niveaux. Donc, il faut qu'on y remédie. Comment on peut y remédier? Moi, je prends l'exemple sur moi-même. Au niveau des ménages, nous pouvons faire l'effort de trier les déchets. Peut-être qu'on n'a pas tout le temps où les mettre, mais si on les trie, en les jetant même dans la rue, les personnes qui viendront peut-être trier ces déchets dans la saleté ne vont plus faire cet effort-là. Ils vont trouver des sachets déjà classés, donc triés, propres. Il faut faire une précollecte sélective. Oui, bien sûr, au niveau des ménages. À chaque fois qu'on boit un sachet d'eau, on le met dans un sachet. Tout à fait. Et puis on le trie et on le jette après si on n'a pas où le mettre au niveau des ménages. Mais au moins, tous ces déchets-là seront triés globalement au niveau de ces structures de ramassage de sachets plastiques. Il n'y a pas de solution, de problème insoluble, hein, docteur. Qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les mesures adaptées, appropriées pour nous? Il n'y a pas de problème insoluble. Comme l'a dit Chérif, il faut agir localement et aller vers une solution globale. Je vais vous donner un exemple simple au niveau de Espace TV. D'accord, allez-y. Tout à l'heure, nous sommes rentrés dans la salle. Pratiquement tous qui sont dans la salle, chacun d'entre nous a reçu une bouteille d'eau. Ça fait plusieurs bouteilles d'eau vides. On aurait dû prévoir des verres et utiliser une seule grande bouteille d'eau pour nous servir tous à boire. Cela réduit la quantité de plastique rejeté. D'accord. Ce petit geste peut être fait au niveau de chaque citoyen. Premièrement, encourager nos sœurs, nos mères à la maison en allant au marché à utiliser un récipient recyclable. Il y a des bassines qui sont vendues que la femme peut acheter et qu'elle peut envoyer au marché pendant 3 ans, 4 ans.
pourquoi tous les jours, elle va utiliser un nouveau sachet plastique? Ça, c'est un premier problème. Ensuite, au niveau des entreprises, encourager les entreprises, puisque les travailleurs des entreprises sont des grands consommateurs d'eau, encourager les entreprises à avoir des bouteilles d'eau. Les sociétés qui fabriquent les eaux font des bonbonnes. Encourager les entreprises à mettre des bonbonnes à la disposition de leurs travailleurs. Au lieu que chaque travailleur sorte de son bureau pour aller payer 2, 3 sachets, les boire et les rejeter, que tout le monde utilise la bonbonne. Et cela peut se dupliquer à grande échelle pour donner un bon résultat. Il y a aussi, comme l'a dit Chérif, le tri domestique des déchets. Si on encourageait les Guinéens, il y a des pays, par exemple, lorsque vous prenez les bouteilles de bière ou les canettes de soda, il y a des pays où on vous dit, si vous achetez 12 bouteilles de bière, vous les consommez chez vous, vous ramenez les 12 bouteilles vides au supermarché, on vous en donne 3 ou 4 pleines. Inciter à la Cela recyclage. incite le citoyen à ramener ses bouteilles vides au lieu de les abandonner dans la rue. Donc, les ONG qui font du ramassage des ordures, si ces ONG étaient bien formées et le citoyen était bien informé, même le tri domestique des ordures constitue une source de revenus pour ces ONG. Parce que si l'ONG parvient à séparer le plastique du métal, du bois, il peut trouver un preneur pour ces substances-là au niveau industriel. Le métal, il peut le vendre à quelqu'un qui fait du fer à béton. Le plastique, il peut le vendre à quelqu'un qui le fait fondre pour fabriquer des bâches ou fabriquer des chaises comme on vient de le voir. Bref, une valorisation. En tout cas, l'illustration qui puisse valoir à son niveau, oui. C'est surtout l'exemple appliqué sur la valorisation du fer. Aujourd'hui, on trouve pas... Il y a même des ponts qui ont été complètement démolis. Il y a des voies ferrées qui ont été démantelées parce que tout simplement, on a donné une certaine valeur à ce fer. Donc, est-ce que vous imaginez un scénario où un jour le Guinéen ou le citoyen pourrait vendre ses ordures? Oui, j'imagine ce scénario parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement les plastiques. Aujourd'hui, il y a par exemple les déchets issus de l'utilisation du matériel informatique. Dans certains pays aujourd'hui, ces déchets sont valorisés, on fait de la récupération sur ces déchets et on vend les produits récupérés qui font vivre des entreprises. Donc c'est sûr que si la récupération du fer a fait vivre une entreprise aujourd'hui qui prospère, il suffit qu'on mette les moyens et l'organisation qui suit, la récupération des déchets plastiques pourront faire vivre un jour une entreprise. Et cela va valoriser la récupération de ces déchets. La même chose pour les bouteilles, la même chose pour le bois. Mais que dire en quelques mots de ces déchets biomédicaux essentiellement constitués de plastique? Les déchets biomédicaux, parmi le lot des déchets qui sont produits, sont des déchets particuliers. Parce que, en plus du fait qu'ils soient un problème pour l'environnement, ces déchets constituent un danger pour la santé parce que ce sont des déchets contaminants. Donc, je suis navré aujourd'hui qu'au niveau de notre pays, il n'y ait pas encore de système de récupération et de traitement de ces déchets biomédicaux. Ailleurs, c'est des entreprises qui le font. Quand vous ouvrez votre hôpital, vous ouvrez votre clinique, vous signez un contrat avec une entreprise spécialisée dans le traitement des déchets biomédicaux qui vient récupérer les déchets et qui les traite de la manière la plus appropriée. Parce que lorsqu'on parle de déchets biomédicaux, souvent les gens ont tendance à penser à l'aiguille ou à la seringue qu'on jette. Mais attention, n'oubliez pas que parmi les déchets biomédicaux, il y a des substances issues du corps humain. Il y a des échantillons de sang qui sont jetés après examen au laboratoire. Il y a des parties d'organes qui sont amputées au cours des interventions chirurgicales. Il y a les restes des accouchements à la maternité. Tout ça se retrouve dans les déchets biomédicaux. Donc il faut vraiment qu'on insiste, nos opérateurs économiques, à investir dans ce domaine du traitement des déchets. C'est sans commentaire, hein. Les plus grands pollueurs aujourd'hui de Conakry sont parmi les producteurs de ces eaux minérales. Qu'est-ce que dire de ceci? Que dire de ceci? Je pense que c'est parce qu'il manque de sanctions. S'il y avait une sorte de politique qui sanctionnait ces différents producteurs d'eau, aujourd'hui, on n'allait pas constater même la démultiplication de ces sociétés. Parce qu'aujourd'hui, je me demande même comment les licences sont obtenues. Moi, je peux m'asseoir à la maison et créer une société de sachets d'eau et le vendre. On oublie que le type de plastique utilisé pour ces sachets d'eau doit être certifié ISO. Si ce n'est pas le cas, ces composés chimiques peuvent contaminer l'eau. Vous constatez aujourd'hui avec certains sachets d'eau qui sont dans la rue exposés au soleil, l'eau prend un autre goût. Pourquoi?
parce qu'il est contaminé par la substance chimique, le sachet n'est pas approprié. Aujourd'hui, les sachets utilisés pour les produits alimentaires et d'autres utilisés pour d'autres fins ne sont pas pareils. Le docteur avait des formules tout à l'heure qu'il démultipliait. À chaque type de plastique, un type d'aliment, à chaque type de plastique, une utilisation particulière, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, la dernière fois, en discutant avec un ami, je me disais, après l'étude dont je viens de vous faire cas, si on ramassait 6 millions de sachets plastiques, hein, à chaque personne qui arrive à recueillir un certain nombre de sachets plastiques, on peut lui vendre à moitié prix, par exemple, le prix d'un pack d'eau. Pourquoi pas inciter à la consommation. Cela, il va de la consommation des sachets d'eau qui sont des eaux minérales, donc qui impactent positivement la santé des populations. Mais il ne faut pas que ces eaux minérales soient un impact négatif sur la santé de ces populations, sur la santé de ces ménages. Aujourd'hui, je vois traîner des sachets plastiques avec des enfants de 2 ans. Quand ils ont soif, ils prennent des sachets d'eau, ils boivent, ils s'amusent avec. Il y a des risques de suffocation. Ce n'est pas contrôlé. Donc, il faut aujourd'hui une politique pour réguler ce secteur. Docteur, en tout cas, ces plastiques-là, au-delà du fait que ce soit des plastiques, mais on nous apprend que même leurs couleurs peuvent influer sur la santé. Oui, comme je vous l'ai dit au début, les plastiques, ils sont soit naturels, soit obtenus par synthèse directe à partir des dérivés du pétrole, du charbon, du gaz naturel. Mais à l'état naturel, le plastique pose rarement des problèmes. C'est lorsqu'on décide de modifier les propriétés physico-chimiques du plastique pour en faire un usage particulier, c'est là que les problèmes surviennent. Parce que c'est là que le fabricant va ajouter d'autres substances chimiques sur la substance de base pour pouvoir modifier ses propriétés physiques. Je vous ai parlé du polystyrène, je vous ai parlé du DDT, je vous ai parlé des PCB, je vous ai parlé du bisphénol A. Tout ceci ne sont pas des composants de départ du plastique, mais c'est des composants qui sont ajoutés pour modifier les propriétés. Comment on peut le sentir sur le sachet, par exemple? Comment on peut le sentir, la présence de ces éléments? Il est très difficile de sentir la présence de ces éléments. Mais il y a quelque chose qui peut être fait au niveau du citoyen. Tout à l'heure, je ne sais pas si vos caméramans peuvent montrer, voilà un peu les signes qu'on trouve sur les différents types de plastique. Chaque plastique a un numéro. Et ce numéro indique avec quoi ce plastique est fabriqué à la base. Mais c'est très difficile, comme vous voyez, c'est très technique pour le citoyen. Mais on peut éduquer les citoyens sur la base de ça. Ici, vous avez le PET, le PVC, le PS. Ça veut dire, ça donne en quelque sorte le nom des composants du plastique. Et parmi tous ces schémas que je viens de vous montrer, les schémas qui sont au-dessus sont les plus dangereux pour l'environnement et la santé. C'est-à-dire les plastiques numéro 1, numéro 3, numéro 6 et numéro 7. Ce sont ces plastiques-là qui sont susceptibles de causer plus de dégâts sur l'environnement et sur la santé de l'homme. Alors, je pense que c'est bien clair, hein? Le simple fait d'avoir un plastique et se rassurer que le plastique contient des indications peut pousser au rejet ou à l'acceptation. Mais qu'est-ce que j'ai envie de dire à présent, c'est de savoir, c'est vrai, les médecins nous diront que la présence de ces eaux minérales ont permis quand même de réduire un certain nombre de quantités de maladies hydriques. Est-ce qu'on peut aller avec des eaux de boisson normales et continuer à préserver la santé avec l'emballage? Oui, vous savez, elle a bien posé le problème de l'emballage. Il n'est pas interdit d'emballer de l'eau avec du plastique. Le problème qu'elle a posé est un problème réel. Vu la prolifération, vu le développement rapide de l'industrie de l'eau dans notre pays, est-ce qu'il y a un moyen de contrôler et de s'assurer que les plastiques qui sont utilisés par ces industriels, c'est vraiment du plastique alimentaire? Parce que, attention, le plastique alimentaire est différent du plastique industriel. On peut fabriquer un plastique qui peut avoir des impacts sur la santé, mais qui ne sont pas utilisés au contact de l'homme, qui sont utilisés dans les industries. Mais cette fois-ci, il s'agit de plastique alimentaire. L'eau qui va être mise à l'intérieur de ce plastique va être directement consommée par le citoyen. Donc, il faut qu'on s'assure que ce plastique qui est utilisé pour emballer cette quantité d'eau ne laissera pas passer ces composants dangereux dans l'eau. On l'a vu dans certains pays où du lait emballé dans des canettes en plastique a été contaminé par l'encre qu'on a utilisée
pour écrire sur le sachet. Donc, c'est là le problème qu'elle pose. Est-ce qu'il existe une structure, au lieu de donner les licences comme ça à la va-vite, est-ce qu'on s'assure que ces plastiques sont réellement des plastiques à usage alimentaire? C'est ça la question qu'elle a posée. Et c'est important qu'au plus haut niveau, que les autorités sanitaires, les autorités du commerce, de la douane, se mettent ensemble pour mettre en place un mécanisme de contrôle. Parce que c'est vrai que nous, on peut sensibiliser le citoyen, mais l'action relève du pouvoir des dirigeants. Et la meilleure manière de contrôler les plastiques qui rentrent dans notre pays, ça commence par le port. Ce n'est pas lorsque les sachets plastiques sont déjà dans les boutiques qu'on va venir de boutique en boutique pour prendre les sachets. En tout cas, merci beaucoup pour cette participation à l'émission. Tout le plaisir a été pour nous de vous avoir dans cette émission, Dr Alpha Abdoulaye. Merci, je vous en prie. La même chose pour Fatoumata Chérif, en tout cas pour ces chiffres, pour ces informations et pourquoi pas pour cet éclairage. Quand c'est une femme qui parle, on sent qu'elle est proche des ménages, c'est ça? C'est nous qui vous remercions parce qu'il faut la participation citoyenne, que chacun se voie intéressé par cette production de sachets plastiques. Donc je reviens à cela, agir local pour un résultat global. Remettons-nous en cause. Commençons par nous juger avant de juger les autres, avant de juger les autorités, avant de juger les saletés dans la rue. Nous sommes tous responsables, les uns autant que les autres. Mesdames et messieurs, c'est avec ça que nous allons clôturer cette émission. Tout le plaisir a été pour nous de vous savoir encore une fois de plus très intéressés aux questions environnementales. Rendez-vous très prochainement.